Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode 20. Et oui, 20 épisodes déjà depuis le mois de janvier 2021. Alors moi, je m'y perds ces temps-ci un petit peu entre les 20 et les 21, puisque l'Euro 2020 se joue en 2021, également les JO 2020 se jouent en 2021. Alors bon, n'hésitez pas à me reprendre. Si je fourche entre le 20 et le 21, je suis dans une espèce d'espace-temps dilaté. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Aurore Sada et Thomas Bureau de Famille Rurale sur un thème extrêmement, enfin, qu'on a jugé extrêmement important. Et je pense que c'est parce que c'est extrêmement important que Famille Rurale s'en occupe. C'est l'éducation à la citoyenneté numérique. Deux mots qui ne vont pas de manière évidente ensemble, même si aujourd'hui, voilà, notre vie est largement digitale et la vie de nos jeunes l'est sans doute encore plus. Alors comment cet espace numérique peut aussi être un lieu de citoyenneté, de construction de leur identité en tant que membre d'un collectif qui est nous. Voilà comment dans ce monde du jeu et du selfie auto-centré, on peut commencer à décliner un nous qui fasse de nous des citoyens et non pas seulement des consommateurs. Eh bien, c'est l'objet de la réunion de ce soir. Aurore, Thomas, vous avez 30 minutes avant que nous vous livrions aux questions de nos participants. C'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation ce soir. Famille rurale, du coup, excusez-moi, famille rurale, c'est quoi? Famille rurale, déjà, c'est un mouvement familial, c'est le premier mouvement familial de France, avec 160 000 familles adhérentes dans plus de 10 000 communes rurales et périurbaines. Voilà, avec à peu près 2200 associations au niveau local, 83 fédérations départementales et régionales en métropole et en outre-mer. Je sais qu'on a peut-être des collègues d'outre-mer qui nous écoutent ce soir. Du coup, voilà, je me permettre de le préciser puisqu'on est sur Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et bientôt sur la Guyane. Et puis là, on a un collègue en mission à Saint-Pierre-et-Miquelon. Famille rurale, c'est quoi? C'est 40 000 bénévoles, 17 000 salariés, plus de 260 structures d'accueil au niveau de la petite enfance, 50 lieux d'accueil parents-enfants. Et du coup, vous me direz, mais c'est quoi les missions de famille rurale? Eh bien, les missions de famille rurale, c'est simple, c'est accueillir les familles et répondre à leurs besoins sur leur territoire, défendre les intérêts et les représenter. Voilà, puisque famille rurale, c'est aussi un mouvement de défense du consommateur, une association de défense du consommateur. Famille rurale aussi pour mission d'accompagner les parents dans leur mission d'éducation et de participer à l'animation des territoires ruraux. Dans quel domaine d'intervention on intervient? Et bien, regardez-moi tout ça. On intervient sur tous ces domaines-là, c'est-à-dire on va de la petite enfance jusqu'à la vieillesse, à la fin de vie, puisqu'on va passer de la structure de la petite enfance, donc des crèches, des petits accueils, des structures d'enfance. Donc, bien sûr, vous connaissez les centres de loisirs, les colonies et tout type d'accueil. On intervient dans les établissements scolaires, de l'action jeunesse, de l'action senior avec des services d'aide à domicile, des actions de convivialité avec nos seniors sur les territoires ruraux, des actions de loisirs et de culture, d'éducation et de prévention, et ce sera notre sujet de ce soir, de consommation, d'entraide et de solidarité sur les territoires ruraux, de développement local et de vie locale et de vie sociale, puisqu'on a des structures comme de type tiers-lieu, de type centres sociaux, d'animation de vie sociale. Et puis, enfin, forcément, on forme tout un volet d'activités autour de la formation, puisqu'on va former nos salariés et nos bénévoles sur les différentes actions, champs que mène Famille Rurale. Voilà une manière très large comment il est brossé Famille Rurale. Et du coup, je laisse à Thomas pour entrer dans le vif du sujet sur nos actions autour de la médiation numérique. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Ruralitique, de nous accueillir. Merci Nicolas et Sébastien pour saison 2, épisode 20. Alors après, si vous voulez qu'on joue les prolongations pour l'épisode 21, on peut aussi, pour pas perdre tout le monde sur l'Euro et les Jeux Olympiques. On souhaitait, là, ce soir, vous parler de nos actions numériques. Qu'est-ce qu'on fait au sein de ce grand mouvement famille
rurale. Alors peut-être déjà pour me présenter très rapidement, moi je suis Thomas Bureau, je suis conseiller technique en médiation numérique au sein de la Fédération nationale. Mais pour travailler en tout cas sur ce dispositif, numérique, je ne suis pas seul. On est appuyé, sur un grand réseau à la fois au niveau départemental, régional et puis évidemment sur nos associations qui mènent directement des actions numériques. Donc derrière pour commencer, en fait, tout simplement, moi j'aimerais vous dire que les sujets de médiation numérique au sein de familles rurales, c'est pas nouveau. Ça existe déjà depuis des années. On est une vieille, structure, créée en 1943. Des cours informatiques, ça existe déjà depuis des années, en fait, dans différentes, associations. Sauf qu'il y a encore quelques années, on était incapable de les identifier et surtout de les accompagner, d'accompagner ces associations dans leurs, actions du quotidien. Donc en 2018 et puis face à, tous ces sujets de société qui sont de plus en plus prégnants, voilà, on entend parler du numérique à tout va et puis, heureusement ou malheureusement, là, avec le contexte, actuel, c'est encore plus fort, encore plus marqué. Donc c'est incontournable, qu'on le veuille ou non, voilà et ces séries de webinaires là du Rurality en sont la preuve, typiquement. Donc derrière, on a voulu dès 2018, proposer un dispositif à nos structures. Aurore évoquait 2 200 associations. Alors c'est pas 2 200 associations qui proposent des services numériques, mais en tout cas, on a identifié déjà, une bonne partie, c'est-à-dire entre 10 et 15%. Donc on est aux alentours de 250 associations qui proposent des services, qui proposaient déjà des services numériques, allant soit d'un accompagnement individuel ou à des ateliers thématisés avec, de la mise à disposition, dans nos structures d'ordinateurs, de tablettes, d'imprimantes et quand on n'a pas de matériel, pas de connexion et ben, on peut venir, dans notre association. On vous accueille avec plaisir avec une personne dédiée. Depuis 2019, on a voulu aller beaucoup plus loin en accompagnant une partie de nos structures et vous voyez, il y a marqué, 150 points de médiation numérique qui est vraiment notre ambition d'ici la fin 2021. À date, on est à plus de 120 structures avec qui on a conventionné en interne et qui sont des points de médiation numérique. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une structure famille rurale, une association qui existe déjà, qui a un local avec au minimum une personne identifiée qui est aidant numérique. Cette personne, c'est soit un salarié qui est professionnel ou non, il peut être médiateur numérique ou aujourd'hui, là, on entend parler des conseils numériques. Donc ça peut être, ou ça pourrait être un conseil numérique, mais c'est également aussi un salarié qui est, couteau suisse, qui fait plein de missions différentes, et qui travaille sur plutôt la vie associative, de l'association et qui gère différentes, missions, dont le numérique. Mais ça peut être également un bénévole. On a beaucoup de bénévoles au sein de Famille Rurale, pour ça on a beaucoup de chance et l'idée, c'est justement, d'avoir une personne dédiée, en fait, dans ce local. On propose plusieurs services, donc services d'accompagnement individuel. Vous avez une démarche administrative en ligne à faire, et ben, il y a une personne qui est dédiée pour vous accompagner sur ça. Vous êtes autonome, vous avez juste besoin d'un ordinateur ou d'un accès internet parce que chez vous, en milieu rural, c'est compliqué, et ben, on est capable de vous proposer ça aussi. Et puis si vous voulez vous former sur des différents sujets, par exemple la parentalité numérique, la sobriété numérique, ou après, je sais pas, comment télécharger une application, envoyer un mail, des choses, peut-être qui sont peut-être basiques pour nous, mais très loin de l'être en tout cas pour beaucoup de personnes et ben, on est capable de proposer un atelier sur ce sujet-là. Et ce dispositif, vous pouvez le retrouver, on a une cartographie qui est accessible depuis un site, qui s'appelle le Web des familles. Donc ça, c'est à disposition de tous. Vous tapez Web des familles et si vous voulez chercher par exemple une activité de yoga et ben, vous pouvez trouver dessus, à proximité de chez vous. Une activité, type, sur, une crèche associative et bah, c'est possible et également si vous cherchez un point de médiation numérique et bah, c'est possible d'avoir cette cartographie, aujourd'hui je dirais que là on en a, au moins 120 en tout cas qui sont identifiés.
Thomas, Euh, une question au fil de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé en Bourgogne Non, ben, ouais, ben, cette cartographie, elle est extrêmement représentative en fait de l'implémentation de nos associations familles rurales. Il y a des territoires où historiquement, hein, famille rurale est extrêmement présente Ouais. et qui fait que ben, forcément, alors on voit peut-être dans l'Est, on peut voir peut-être dans le parti Grand Ouest, eh ben, on a beaucoup de structures, au moins conventionnées, et puis d'autres, ben, c'est des territoires plus vierges. Mais ça ne veut pas dire que c'est vierge d'action auprès d'autres acteurs, hein. Il y a des structures, peut-être type les centres sociaux, les foyers ruraux, qui sont historiquement plus Mm. implantés dans des Dans d'autres territoires territoires. et qui proposent aussi ce type de service. Donc voilà, ça dépend. C'est vrai Ça que veut on dire, aimerait bien avoir. est-ce que ça veut dire aussi que Famille Rurale est toujours finalement en développement, en conquête territoriale? Bien sûr, en fonction des réalités et des demandes des différentes familles sur les territoires. Nous, on est dans le service développement de la vie associative, et ben, du coup, on est là aussi pour développer de la vie associative sur les territoires ruraux en fonction des demandes. On a une collègue voilà, qui va faire du développement en Guyane parce qu'il y a de la demande, mais ce Mm. serait dans la Creuse, on irait dans la Creuse. Il n'y a pas de D'accord. problème. On irait dans Lyon, il n'y aurait pas de problème. Ça marche. Pardon pour cette interruption, Thomas. Voilà, bah, non, mais l'objectif, c'est vrai, enfin, c'est d'avoir un maillage territorial qui est important et puis répondre aux besoins des populations sur tout le territoire. Donc voilà, c'est pas par choix, en tout cas, pour l'instant, il y a des trous sur cette carte, mais on y travaille, ça fait partie de notre quotidien, justement, d'accompagner les associations pour qu'elles proposent ce service qui me semble indispensable là, à l'heure du numérique, du tu numérique aujourd'hui. Pour l'instant, vous voyez aussi, ça représente peut-être aussi ce que l'intervention là de Sébastien, c'est 46 départements qui sont couverts. Par contre, on est quand même fiers de dire qu'on est couvert, on couvre l'ensemble des régions. On est présent sur les 12 régions métropolitaines hors Corse, parce qu'il y a la Corse, mais on n'est pas présent, famille rurale. Et puis, on est également présent dans les Drômes. On a un point de médiation numérique à La Réunion, et puis là, ouvert très récemment également en Guadeloupe. Et puis, on travaille pour ouvrir également des points de médiation numérique à Mayotte et puis à la Martinique. C'est Benjamin Raet. Eh ben, typiquement, mais c'est un très bon exemple. Je pense que ça, c'est des spams, c'est des personnes qui interviennent, qui agissent, qui ont piraté, à mon avis, le compte. Exactement. Et Je comment me lutter permets justement de contre ces personnes? Ça fait partie de nos missions, justement, de sensibiliser. Eh ben, c'est un très bon exemple. Là, c'est du concret, c'est très bien, c'est du live. Je me suis juste permis de couper le diapo, le temps que tout cela se règle. Excusez-moi s'il y avait des choses qui apparaissaient dessus. Voilà, j'ai l'impression que c'est rétabli, ce désagrément de quelques minutes, mais c'est du scroll, c'est voilà, exactement sur quoi on essaye de sensibiliser, de lutter. C'est un très bon exemple hein, sur les sujets numériques. Voilà, on est revenu, nous sommes revenus. On est bon? Allez, je reprends. Donc sur l'accompagnement de la Fédération nationale, donc une bourse d'amorçage, des dons de matériel, on travaille avec quelques fondations justement qui nous octroient du matériel, alors soit reconditionné ou neuf qu'on attribue et qu'on ventile à toutes nos associations qui sont points de médiation numérique. Et puis on propose des formations, donc formation à la fois sur les sujets de l'inclusion numérique, vraiment de dire comment devenir aidant numérique? Ça, c'est le sujet principal. C'est former nos salariés et nos bénévoles pour qu'après, ils soient autonomes dans l'animation d'ateliers et dans l'accompagnement et répondre à toutes les questions des différentes personnes, notamment sur les démarches administratives en ligne, parce que vous le savez, ou peut-être ou non, mais dématérialisation des services administratifs, c'est dès fin 2022. Aujourd'hui, déjà, sa carte grise, c'est dématérialisé. Payer ses impôts, c'est pareil, c'est en ligne. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement démunis. Donc derrière, il faut savoir les accompagner. Donc on propose des formations en fait sur ce sujet-là. On propose pas mal de formations également sur tout ce qui est cadre réglementaire. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on prend la main et on intervient à la place d'eux, notamment dans les démarches administratives en ligne. Je vois que le problème n'est pas résolu encore. Il y a encore une personne intrusive, apparemment. Ouais, mais je vois pas qui c'est. Est-ce que c'est Ruiz Manuel, peut-être? Allez, on va le supprimer. Hop.
On t'écoute, Thomas. Vas-y. Bon, je continue, je reste imperturbable face à Vas-y, Thomas. face à tous ces dessins. Donc, nous proposons des formations et puis enfin, on propose aussi un peu de signalétique, des outils de communication. Parce que c'est bien beau de proposer plein de services, mais il faut aussi se faire connaître auprès de la population et puis peut-être auprès de certains bénévoles qui se diraient moi, j'ai envie d'accompagner famille rurale sur ces sujets, j'ai un peu de connaissances, je vais m'engager à côté avec cette association. Donc, on propose des outils de signalétique, quelques dépliants qu'on va mettre en place là d'ici la fin de l'année à distribuer peut-être aux mairies. Et puis, on aimerait faire des spots radio au niveau local pour dire venez en tout cas soit vous former avec des ateliers thématiques, ou soit venez parce qu'il y a des ordinateurs à disposition dans nos locaux et tout est gratuit. Voilà, donc ça, c'est une chose qu'on va mettre en place sur les outils de communication. Et pour revenir derrière sur le sujet qui nous intéresse, donc c'est la slide suivante. C'est ça dont on voulait quand même vous parler. C'était le titre, il y a marqué former, outiller notre réseau d'aidants numériques. Donc vous l'avez compris, on intervient sur différents sujets. Et il y a un sujet prégnant, en tout cas, qui est assez fort chez nous, qui est tout ce qui est éducation à la citoyenneté numérique, avec 5 catégories de formations qui peuvent être, qui sont identifiées, avec la première catégorie qui est prévenir les comportements à risque. Qu'est-ce que c'est prévenir les comportements à risque? C'est typiquement, par exemple, des addictions face aux écrans. On voit bien que là, le numérique, surtout avec la période Covid, on était forcément tous devant nos écrans et on avait peut-être des beaux principes de se dire nos enfants c'est pareil, on va essayer de les protéger et pas les mettre devant un ordinateur. Forcément, on a peut-être été obligé de le faire et même avec l'école, c'était obligatoire. Le travail, pareil, le télétravail, on était obligé d'être devant un ordinateur. Donc c'est prévenir en fait ces comportements potentiellement à risque, c'est prévenir aussi sur d'autres formes d'addiction, par exemple sur des jeux vidéo, ce genre de choses. Et c'est pas tout interdire. On n'est pas du tout sur cette philosophie-là, au contraire, parce que ça peut avoir du bon. C'est surtout essayer d'accompagner au mieux à la fois les jeunes, mais les parents sur ces sujets-là, qui puissent en discuter et puis trouver peut-être des limites ou se mettre en fait en accord pour une bonne utilisation. Deuxième sujet, de sensibiliser à la citoyenneté numérique, c'est par exemple lutter contre le cyberharcèlement. Voilà, avec la place des ordinateurs, peut-être de TikTok, de Snapchat, de toutes ces applications, on voit que c'est très facile en fait de communiquer entre les jeunes et malheureusement il peut y avoir des dérives. Et sans s'en rendre compte, on peut être un jour cyberharcelé et puis le lendemain être cyberharceleur. Et on voit que la frontière, elle est extrêmement poreuse en fait. Aujourd'hui, elle n'existe plus forcément entre la sphère peut-être privée et professionnelle ou dans le cadre plutôt étudiant. Quand on est à l'école, on rentre chez soi, c'est fini derrière. Enfin, là où on avait peut-être des embêtements, on peut être dans son cocon. Avec les ordinateurs, avec les écrans et puis avec tous ces systèmes de chat, on voit que si on est poursuivi tout le temps, 24 heures sur 24. Donc, voilà, c'est travailler sur ces sujets-là. Deuxième chose, c'est développer son esprit critique. Qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on propose en fait à notre réseau d'aidants derrière? C'est surtout faire attention aux fake news. Voilà, on partage beaucoup d'informations, de messages, d'images sans trop s'en rendre compte. Derrière, c'est essayer de développer son esprit critique, essayer d'être sensibilisé sur le sujet et puis se dire oui ou non, attention, je fais attention avant de partager de l'information. Quatrième thématique sur laquelle on travaille, c'est protéger son image et ses données personnelles. Ses données personnelles, ses comptes, pas se faire pirater typiquement, voilà, là on voit, c'est un cas concret avec Ruralytic où il peut y avoir des pirates, du scroll, des personnes sur lesquelles on arrive, qui, qui ont la main malencontreusement et on ne peut rien faire. Donc
derrière, c'est comment se protéger face à ça. Il peut avoir une autre idée derrière protéger son image aussi, c'est, qu'est-ce qu'on met sur les réseaux sociaux? Hem, beaucoup de jeunes ne font pas forcément attention et divulguent des photos qui sont peut-être un petit peu tendancieuses et qui peuvent leur jouer un tour au moment d'aller rechercher un emploi. Parce que, beaucoup d'employeurs recherchent, sur les réseaux sociaux, on tape mon nom, mon prénom et on tombe sur des images, qu'on n'a pas forcément choisies. Donc comment se protéger sur ça et surtout se dire: «Ces données ne m'appartiennent plus à partir du moment où ça arrive sur internet». Et enfin, accompagner à la parentalité numérique, donc ça, c'est un enjeu important chez nous, pour, se dire, à tout âge, entre les 0-3 ans, 3-6, 6-9, et il y a des choses qu'on peut faire ou non avec les enfants et puis trouver aussi d'autres solutions. Il n'y a pas que l'ordinateur, voilà, et s'il fait beau, essayer de profiter dehors, mais trouver ce bon équilibre. Donc nous travaillons sur tous ces sujets, en tout cas, de formation d'aidants numériques et après la finalité évidemment, c'est de proposer, que nos aidants numériques soient autonomes et qu'ils proposent des activités, des ateliers à la population. Donc, population qui va soit pour une population jeune, à travers nos centres de loisirs, après à travers nos temps périscolaires, c'est un exemple. Ou sinon, à travers un public senior, parce que Famille Rurale, on accompagne beaucoup de personnes 65 ans et plus. Donc c'est tout ce qu'on propose, en tout cas au sein de notre réseau, sur cette thématique. Voilà, je sais que j'ai été peut-être un petit peu long, enfin l'idée c'est d'avoir la place aux questions. Je vois qu'il est 18h. Je ne sais pas Sébastien, est-ce que ça vous va? Oui, tu as encore un petit peu de temps puisqu'on a été un petit peu dérangé. Si tu souhaites ajouter quelque chose pour conclure, ou Aurore. Alors peut-être juste sur l'éducation et la citoyenneté, euh, notre réseau fait partie, et j'ai vu sur l'un des lundis des Ruralytiques, il y avait eu une présentation des promeneurs du net. On a un certain nombre de nos animateurs référents jeunesse qui sont promeneurs du net, mais il n'y a pas que la labellisation, il y a aussi tous ces animateurs qui sont au quotidien en contact avec les différents jeunes, et notamment aussi dans les établissements scolaires. Et du coup, les formations, tout l'outillage qu'on souhaite développer au sein de notre réseau, c'est aussi pour accompagner ceux qui ne sont pas dans ce programme-là, et pour que l'ensemble de nos intervenants puissent aussi sensibiliser, développer l'esprit critique et proposer des ateliers auprès de ce public-là. On avait fait le même exercice auprès de nos formateurs BAFA pour qu'on réfléchisse aussi à cette question-là, à cette éducation à la citoyenneté numérique dans nos formations BAFA. Voilà, et on avait dernièrement une animatrice jeunesse qui nous disait, voilà, elle met en place sur l'esprit critique des ateliers vrai-faux pour aussi que les jeunes puissent se questionner sur quelle est la bonne information, quelle est la mauvaise information, voilà, comment on peut la détecter ou pas. On et peut-être pour finir vraiment, en 2 minutes, c'est on travaille derrière nous beaucoup sur les sujets des communs. Comment tous les contenus qu'on peut créer ou les formations puissent être utiles et utilisables par tous. Donc ça, c'est vraiment un de nos enjeux. Derrière, on est accompagné aussi par des partenaires, hein, qui nous le demandent. Donc là, l'objectif sur 2022, c'est de travailler sur une formation en ligne, ce qu'on appelle peut-être un MOOC, tout simplement parce que Famille Rurale a sa propre plateforme e-learning. C'est une plateforme qui s'appelle Moodle, et donc on va créer un parcours, en tout cas e-learning, sur le sujet de l'éducation à la citoyenneté numérique, où on va aborder des sujets notamment d'addiction face aux écrans, on va aborder des sujets de parentalité numérique. Donc tout ça sera fait par module et puis, on aimerait le partager au plus grand nombre. Donc il y aura une partie peut-être certes accessible, parce qu'avec des codes, pour accéder à la plateforme, mais on va réfléchir aussi à un moyen de le diffuser, voilà, sur des plateformes streaming, je ne vais pas les nommer, mais des plateformes, plutôt connues, pour que, ça puisse aider le plus grand nombre, et ceux qui souhaitent faire des ateliers après, puissent, s'appuyer sur nos travaux et derrière, les réutiliser au quotidien. Voilà ce que je voulais, rajouter peut-être à la fin sur cette partie-là. Merci Thomas, merci Aurore. Moi, j'ai une première question, c'est aujourd'hui, le maire d'une commune rurale, s'il souhaite organiser quelque chose dans son école ou sur le temps périscolaire avec vous sur ces sujets-là, il se dit, j'ai envie de faire un point avec un certain nombre de jeunes et de parents de mon territoire.
comment comment ils vous mobilisent, comment ils vous embarquent? Alors je peux commencer, peut-être qu'Aurore, tu auras aussi des éléments, complémentaires, mais aujourd'hui, en fait, c'est déjà le cas, hein, pour, déjà pour poser peut-être le socle. On travaille déjà beaucoup avec une commune où, par exemple, il y a une école qui nous demande d'intervenir directement. C'est le cas. Alors souvent, c'est à travers les TAP, donc le temps, Périscolaire, oui. le L'animation temps périscolaire. voilà, sur le temps périscolaire, on intervient beaucoup dans ce cadre-là. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, ça peut être aussi souvent collectif d'associations de parents qui, au niveau de l'école, qui se mobilisent et qui sollicitent parce que bah, l'école, des fois, c'est peut-être compliqué d'intervenir. Bah, ils nous sollicitent en disant bah, moi, j'aimerais bien que Famille Rurale en fait, intervienne là sur un temps dédié. Et après, c'est eux qui font le lien finalement avec l'école, avec le directeur de la structure. Donc il y a plusieurs portes d'entrée en réalité pour une commune de nous solliciter. Également aussi, on travaille, on travaille souvent en étroite collaboration avec les mairies. Donc là, on donnait l'exemple de l'école, mais souvent aussi, on nous met à disposition un local de la mairie où on fait une communication double entre famille rurale et puis la commune en disant: «Bon, bah, je sais pas, samedi de 9 heures à midi, on va travailler sur une thématique avec vous, avec les jeunes, avec les parents», enfin, en fonction du profil. La mairie nous donne, les locaux, un local à disposition, le matériel, ils communiquent et puis derrière on intervient. Donc il y a plein de possibilités en fait d'échanger et d'être formé ou d'être sensibilisé. D'accord. Est-ce qu'il y a une relation un peu privilégiée aussi avec les associations des maires ruraux? Il y en a près de 80 aujourd'hui. Voilà, en fait, je veux juste m'assurer que tout le monde a les idées claires sur le fait que vous êtes dans le périmètre et que vous faites ce genre de choses. Bien sûr, après, selon les départements, il ne faut pas hésiter à aller contacter nos fédérations pour qu'ils puissent rapprocher de la structure la plus adéquate, la plus proche du village, si sur le village, il n'y a pas d'association de famille rurale. On en termes de partenaires, enfin on a différents niveaux, mais d'un niveau très local à un niveau plutôt national. Niveau national, on est accompagné par la Banque des territoires, Mhm. par, l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, sur ce dispositif. On a été, on a quelques financements aussi privés de fondations, derrière, donc on est identifié. Il y a l'éducation nationale qui finance ce projet, hein, ce dispositif, point de médiation numérique également. Donc pour vous dire qu'au niveau, on va dire, étatique, ministériel, en tout cas, il y a des relations qui sont assez fortes. Après, au niveau régional et départemental, c'est également le cas. Alors là, c'est plutôt la mission de nos référents numériques au niveau des fédérations départementales ou régionales, qui sont en contact direct avec eux. Mais on a des financements à la fois d'acteurs plutôt locaux, enfin type MSA, la CARSAT, la CAF. La CAF finance énormément notre dispositif. Et on est même sollicité par ces structures, hein, que je viens de vous citer, pour qu'on intervienne dans leurs locaux. Donc je D'accord. prends l'exemple de la CAF, et ben ils viennent, ils accueillent le public et ils nous disent: «Bah, venez, vous, famille rurale, on a besoin en tout cas de travailler sur une thématique bien précise», et on fait une session d'1 heure, 2 heures ou 3 heures, ou sinon on tient une permanence. Voilà, et peut-être dernier exemple que je peux vous dire, Sébastien, c'est, on travaille aussi beaucoup avec La Poste, par exemple. Donc Oui. La Poste, eux, ils ont décroché un marché avec les MSAP, donc maintenant Oui. les maisons de service au public, qui sont en France train de Service. basculer maison France Service. Donc famille rurale, on a aussi des maisons France Service, donc là on est autonome et on propose des actions, notamment numériques pour les bénéficiaires. Mais des fois, bah, c'est d'autres structures, type La Poste, qui sont, agréées, hein, qui sont, soit MSAP ou qui ont switché, qui sont France Service, et ils nous demandent d'intervenir et de faire des permanences, donc je pense par exemple à l'exemple des Côtes d'Armor où on intervient dans, 8 structures qui sont MSAP et on fait de l'itinérance. Donc c'est un exemple, donc pour montrer l'ancrage en fait territorial et local, qu'on peut avoir. Super.
Merci beaucoup pour ces compléments. La parole est libre. Jean-Marc, tu nous indiquais une ressource sur YouTube de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Quelle était l'idée? Jean-Marc? Jean-Marc Faure, hein, pardon. On ne t'entend pas pour l'instant. Ah oui, il y a le micro qui est coupé, en effet. Le micro de Jean-Marc est coupé. Alors, je demande la réactivation. Ça y est, super. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire avec cette vidéo de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme? Eh bien, j'ai suivi un webinaire, donc deux, et donc sur l'illettrisme. Et donc, c'est à partir de leur chaîne YouTube, vous avez les les derniers webinaires sur l'illettrisme. Donc, il y a un webinaire qui a été consacré à des outils d'évaluation pour évaluer. Et puis, le deuxième, parce que c'est une campagne qui va s'étaler sur 5 épisodes. Le deuxième épisode, donc, c'est une présentation un petit peu nationale des problématiques qui apparaissent pour toute tranche d'âge. Hein. J'écoutais Thomas tout à l'heure, ça ne concerne pas que les seniors. Ayant été un ancien formateur dans l'apprentissage pendant 25 ans, les dernières années de ma carrière, il n'y a pas si longtemps, eh bien, nous avions le même problème dans les centres de ressources ou CDI, où les jeunes, entre guillemets, donc on va dire génération, on va dire Y, Z plutôt, Z, ils vous maîtrisent parfaitement l'iPhone ou le smartphone pour aller sur leur application que vous connaissez, hein, ou pour faire de la recherche ludique et autres, d'où les dangers. Je suis tout à fait d'accord, même si on ne peut pas se passer de l'Internet. Mais par contre, quand c'est pour un but, je dirais, de travail et non ludique, alors là, je peux vous dire que ce soit les collègues intervenants en tant que formateurs ou les collègues responsables du CDI, là, on rame. Pour travailler sur du Word, par exemple, je ne parle pas de l'Excel, hein, du Word, pour faire un rapport de stage, parce que c'est un rapport de stage, une soutenance orale, qui est importante maintenant, d'ailleurs, dans les coefficients, c'est pas gagné d'avance. Alors, et je finis là, je pense à mes anciens collègues aujourd'hui, parce que, vu la situation sanitaire, je vais le dire, hein, les examens, quel que soit le niveau, de niveau 5 à niveau 4 et même d'enseignement supérieur, bonne chance, bon courage. Merci. Ouais, c'est un constat que nous, on partage très, très fortement. Et voilà, et sur tout ce qui est, tout ce qui est maîtrise de l'outil, il n'y a pas de souci généralement pour ces jeunes. Mais par contre, sur les usages, créer, faire son CV, c'est compliqué et ça, on le voit bien au quotidien. Donc, c'est vrai que les sujets numériques, nous, là, si on doit insister sur quelque chose, ça concerne tout le monde et pas que les seniors. Hein. On est vraiment, nous, on a tout type de profil et beaucoup de demandes aussi d'une tranche 30-55 ans et même d'une tranche jeune étudiant. Après, ça peut varier en tout cas les sujets, mais on accompagne vraiment une population très large. Et peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez sur justement les sujets sur l'illettrisme, c'est vrai que là, sur le numérique, on parle beaucoup, un terme qui est peut-être un peu barbare, mais d'électronisme ou d'illettrisme numérique. Mais en tout cas, ça c'est clair que c'est des sujets. Nous, voilà, on a des personnes qui sont clairement en difficulté, qui sont en électronisme, mais c'est une double peine
quelque part, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a qui sont illettrés et aussi qui sont en fragilité numérique. Donc derrière, c'est comment essayer de les accompagner, ces personnes au mieux. Donc c'est pas si simple. Il y a quelques associations qui ont trouvé une solution qui était plutôt un apprentissage par la tablette, parce qu'il y a des icônes, parce que c'est peut-être un peu plus facile, parce qu'on a peut-être moins peur de casser, l'ordinateur ou voilà, on le sacralise. Il y a une application qui s'appelle Facilotable, qui est aussi dédié, bon alors là c'est peut-être plus pour les seniors, mais en tout cas on a vu que ça marchait bien aussi pour les personnes illettrées, où c'est des très gros caractères, c'est simple, c'est des émoticônes qui parlent, et ça peut permettre en tout cas un apprentissage. Donc c'est un moyen en tout cas d'aller sur ces sujets. Et enfin peut-être pour compléter, je sais qu'il y a il y a une structure qui s'appelle la MENNUM, hein, donc pour la médiation numérique, donc un acteur assez incontournable, qui propose plein d'outils. Et là, ils ont développé, ils ont créé un site qui s'appelle réfugiés.info, et qui peut aller un peu dans ce sens-là, parce qu'il y a des personnes qui sont en difficulté aussi, qui peuvent être illettrées. Ils essaient de proposer quelques outils. Alors, voilà, c'est les prémices, mais en tout cas, sachez que ça existe. En tout cas, si vous allez sur le site de la MENNUM, il y a quelques outils qui sont proposés. Après, Merci. quand même, pour rebondir sur les échanges, enfin, quand même, on voit bien que c'est les jeunes, enfin, nous, voilà, on est sur la question de la jeunesse, mais aussi on voit bien la question des parents et comment est-ce qu'on accompagne les parents à cette éducation à la citoyenneté, parce que entre le non-écran, comme disait Thomas tout à l'heure, le non à tout écran, on voit bien que ça a ses limites, parce qu'on ne peut pas les protéger de tout, puisque du coup, à un moment donné, bah, on en arrive à d'autres difficultés quand ils sont, se retrouvent en temps scolaire et qu'il faut utiliser les écrans. Donc voilà, on a aussi toute une demande et qu'on va développer, et on a échangé avec Thomas dernièrement, sur justement comment est-ce qu'on accompagne les parents à cette éducation à la citoyenneté. Vrai sujet. Je pense que les élus locaux ont un vrai rôle de mobilisation autour de ça à jouer. Stéphane de Nièvre Numérique, qui fait de la médiation numérique au quotidien, je pense. Quel est votre regard sur l'action de Famille Rurale? Est-ce que dans la Nièvre, vous travaillez avec eux sur ce type de dispositif? Oui, vous m'entendez? Oui. 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 Bonjour à toutes et à tous. Alors nous, on ne travaille pas forcément avec Famille Rurale, mais je sais qu'il y a une structure qui est à Neuvy-sur-Loire, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Personnellement, moi, je n'ai pas de rapport avec eux. Peut-être mon collègue qui est aussi présent, là, Gilles Guesset, a peut-être quelque chose là-dessus, mais moi, je n'ai pas souvenir d'avoir travaillé avec eux. Gilles? Oui, j'avais invité les gens de Famille Rurale de Neuvy au dernier Printemps du numérique. On avait fait une réunion des acteurs du numérique. Et oui, on les connaît. Alors après, Et je crois on que est dans peu la présent dans la Nièvre. oui, je crois qu'il n'y a que dans la Nièvre. Hein. Il n'y a que Oui. sur Loire. Et j'ai vérifié d'ailleurs sur le site la web des familles. Je vais faire un petit tour et j'ai tapé numérique Nièvre et je n'ai trouvé que ça. D'accord. Par contre, moi, j'aurais une question. Vous avez parlé à un moment donné d'outils et d'une plateforme de e-learning. Alors, je n'ai pas bien compris si elle était en projet ou si elle existe. Et si elle existe, ce serait intéressant d'avoir un lien. Ben, c'est un peu les deux. C'est les deux, en fait, elle existe, mais aujourd'hui, c'est une coquille vide, pour vous dire, parce que c'est assez facile, en fait, de se doter d'une plateforme type famille rurale, mais après, derrière, il faut intégrer du contenu. Voilà. Et aujourd'hui, on a des modules qui sont sur la sécurité routière, qui sont déjà faits, mais ça s'arrête à peu près là. Et là, l'objectif justement de notre réseau, hein, et des référents au niveau départemental, régional ou national, bah, c'est de travailler. Alors, soit on le fait en interne, on crée des modules dédiés sur différentes thématiques, toutes les thématiques de famille rurale, dont les sujets numériques, soit on fait appel aussi à des partenaires. Donc là, ça va être en cours de création, et ce que je disais, c'est plutôt sur 2022, où on a pour ambition de créer ce MOOC derrière et qu'on voudrait mettre une partie accessible. Donc en effet, ce sera plutôt, c'est notre chantier 2022 sur ce volet-là.
Et juste une autre question, sur le secteur des jeunes en recherche d'emploi, c'est pas votre créneau, la recherche d'emploi, parce qu'il y a d'autres. Non, nous, on va jouer la carte du partenariat avec les collègues qui sont sur le local. On va faire le lien avec les missions locales, avec les points information jeunesse. Voilà. L'idée, c'est que sur les territoires, on n'a pas forcément la réponse à toutes les questions, sur tous les sujets. Par contre, c'est de jouer la complémentarité et la coopération sur les territoires pour que chaque habitant de chaque âge puisse avoir la réponse la plus adaptée. Voilà. C'est ce qu'on essaye aussi de faire, d'être complémentaire des acteurs existants sur le territoire. J'ai une petite question moi, pour Monsieur Bureau, si je peux. Bien sûr. C'est une question concernant, vous me dites que vous touchez les 35-45 ans, mais dans quel domaine? Plutôt au niveau des parents? Alors, il peut avoir en effet sur les parents, en effet, ils peuvent être concernés et derrière, on leur propose des ateliers sur la parentalité numérique. Mais derrière, je pensais aussi sur des personnes qui sont sans emploi, en fait, ou qui sont en fragilité, où on les accompagne justement, par exemple, à faire leur actualisation sur Pôle emploi. Ça se fait obligatoirement aujourd'hui sur Internet, ce qui est une aberration. Donc derrière, ces personnes, elles ont besoin de notre accompagnement, soit pour un ordinateur ou carrément qu'on les aide en fait à faire cette démarche. C'est aussi, par exemple, à faire son CV. On est beaucoup sur ces sujets-là. D'accord. Et vous Donc on touchez les, pas trop de gens qui sont déjà dans le domaine, enfin qui travaillent déjà? Non, Alors, à part les parents, c'est vrai qu'on est moins sur il y a moins de demandes, hein, parce qu'il enfin, il y a un peu moins de besoins, tout simplement. Ouais, ouais. Heu, C'est une donc on question qu'on se posait parce que nous, c'est ouais. pareil, on a vraiment beaucoup de mal à toucher ces parents qui travaillent et qui n'ont pas déjà beaucoup de temps. Donc, entre le travail, les enfants, donc c'est jamais facile. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si vous touchez ce public. Donc, OK, pas de souci. C'est après, à travers leurs enfants, ouais, à travers leurs enfants, en essayant de proposer des choses, en binôme de temps en temps et ce qui est toujours intéressant. Ouais, Mais ouais, sinon on a fait un public qui est plutôt en fragilité et en demande d'emploi, par exemple, ouais. ouais, ouais, OK. Après, c'est Et, vrai que on est toujours en quête d'innovation en famille rurale et on a lancé depuis quelques années maintenant une expérimentation autour de tiers-lieux pour toucher du coup ce nouveau public, ces familles qui sont, ces parents qui sont parfois en télétravail ou d'autres habitants qui n'ont pas forcément de bureau chez eux et qui auraient besoin d'un espèce de coworking. Et bien, du coup, voilà, on essaye d'ouvrir de nouveaux lieux. On expérimente sur certains territoires, voilà, pour ouvrir et développer de nouvelles offres pour toucher du coup on va dire ces parents qui sont invisibles mais présents puisque quand ils inscrivent leurs enfants, ils sont bien là au moment de l'inscription. il y a Merci. je trouve qu'il y a une très bonne remarque de Monsieur Faure concernant l'ergonomie des sites. Je suis entièrement d'accord parce que je pense que certains webmasters doivent se faire plaisir à modifier les sites. Et finalement, les gens sont perdus après quand ils vont sur une nouvelle interface. Donc ça, c'est un gros problème. Oui, c'est un frein à l'accessibilité, effectivement, et ça retarde l'appropriation numérique pour certains. Ouais. Mais, je ne sais pas aujourd'hui quelles seraient les pistes de solutions. Est-ce qu'on a, comme on a un RGI, est-ce qu'on a un RGW, un référentiel général du web? On n'a pas ça. Non. Qui peut répondre? Pas personne. Ouais, personne. Et donc, ça n'existe pas. Il doit y avoir des normes d'accessibilité, mais je ne suis pas expert du domaine, mais ça existe. Après, ça ne veut pas dire que tous les sites les respectent, loin de là. Mais ça existe. Sur le papier, en tout cas, ça existe. Sur le papier, c'est ça. Là, on parle beaucoup des sites, de l'outillage, mais je sais qu'il y a certaines associations aussi qui essayent et ça peut être paradoxal, mais de proposer en fait beaucoup d'ateliers dématérialisés. Enfin, dématérialisés, est-ce que c'est dématérialisé? Sans ordinateur, sans Internet. Mais on parle quand même de ces sujets numériques. Donc, je donne un exemple peut-être très concret. Lorsqu'il y a une personne qui ne maîtrise rien sur un ordinateur, on va lui parler
d'un bureau, on va lui parler d'une corbeille, on va lui parler d'aller sur un navigateur, enfin tout ça c'est complètement abstrait. Ouais. Et ben derrière on se dit, bah, ok, on enlève l'ordinateur, on le met de côté, on se dit, bon bah allez me chercher par exemple une corbeille. Hop, on prend clairement une corbeille avec soi. Des fichiers, ben, on va prendre des feuilles et on les met à différents endroits. Enfin, on essaye en fait de matérialiser ça de la manière la plus concrète. Et après, dans un deuxième temps, bon là, on vient à l'outil, mais essayer de se dire qu'il y a peut-être des choses pour amener les personnes de manière progressive. Donc, bon, c'est des pistes de réflexion hein, qui valent ce qu'elles valent, mais voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouvais cet exemple qui était assez intéressant. Oui, c'est malin, c'est des ateliers déconnectés pour parler du numérique. Être déconnecté, tout à fait, oui. Non, je trouve ça très intéressant. Qu'en pensent Gilles et Stéphane? Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Gilles. Faut déjà pour Windows, il faut déjà avoir des fenêtres. Oh, elle était trop facile. Ouais. J'ai un peu tendu la perche. Non, c'est une bonne solution, je pense. C'est vrai que moi, je le fais de temps en temps, ça, au niveau, je leur dis, c'est comme chez vous. Hein, si vous ne classez pas, c'est comme les papiers, hein, c'est comme tout, les fichiers, il y en a partout. C'est le foutoir dans votre ordinateur, c'est le foutoir partout, c'est le foutoir si vous ne rangez pas les papiers chez vous, quand vous recevez des factures, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment prendre cet exemple-là. Ils se rendent compte qu'effectivement, ah bah oui, je télécharge beaucoup, j'ai plein de dossiers, j'ai plein de fichiers dans mes téléchargements, je les laisse dans le téléchargement, je les classe jamais. Ah oui, effectivement. C'est la plupart du temps, c'est ça. Ouais. Non, mais pour être un peu plus sérieux, c'est vrai que c'est très bien de ramener les choses, enfin en tout cas au début, parce que ça ne va pas suffire évidemment, mais au tout début, c'est bien de ramener des images, des métaphores concrètes, quoi. Moi, j'utilise beaucoup les comparaisons par rapport au code de la route. Code de la route à la conduite, pour un petit peu expliquer qu'il faut un petit peu de jargon, un petit peu de théorie, mais qu'il faut de la pratique, que si on n'a que le code, mais qu'on n'a jamais conduit, on ne saura pas conduire. Si par contre, on n'a que de la conduite et puis qu'on n'a pas du tout appris le code, on risque de griller les stops. Voilà, donc je prends un petit peu des images comme ça. Mais bon, après, ça n'empêche pas qu'il faut quand même manipuler. Hein. Il faut manipuler. Et c'est difficile de faire quand même du numérique complètement sans outils numériques, quoi. Mais oui, pour aborder... comme conduire sans voiture. Hein. Voilà, mais pour aborder le sujet, pourquoi pas, ouais. On n'a pas entendu Jean-Louis Chauvin, Jean-Thierry et Mireille Bonin. Quelles sont vos réactions par rapport à ce que vous avez entendu ce soir? Il suffit d'activer votre micro et de prendre la parole. Vous êtes les bienvenus pour réagir à ce que vous avez vu en termes d'éducation à la citoyenneté numérique. Vous réagissez comment? C'est bon, Nicolas, ils peuvent activer leur micro de manière autonome? Allô, allô? Quelqu'un va-t-il me répondre? Je suis en train d'activer les micros, là. Là, j'étais en train de lire en attendant juste un article là, qui a été partagé par Jean-Marc sur le Secours catholique qui intervient aussi sur ces sujets. Et tant mieux, c'est bien parce qu'il faut en effet beaucoup d'acteurs. Hein, il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Et en ouvrant l'article, je voyais typiquement qu'ils avaient le soutien de la CAF. Donc voilà. C'est l'écosystème de référence. Ouais. Jean-Thierry a activé son micro. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, vous m'entendez bien? Ça suffit? On vous entend bien, c'est parfait. Parfait. Donc, je voulais vous remercier pour toutes les émissions que vous avez faites pendant toute l'année universitaire. C'était extrêmement intéressant. Je m'intéresse plus particulièrement avec mes collègues aux aspects logiciels libres qui sont sous-jacents. En particulier, il est important que quand on communique, on sache exactement avec qui on communique. On a vu un exemple tout à l'heure d'interférence avec des personnes non souhaitées. Et malheureusement, beaucoup de ces interférences qui étaient visibles tout à l'heure sont multiples et invisibles.
C'est-à-dire que les données que nous envoyons, nous ne savons pas toujours où elles partent et certains opérateurs, à tous les niveaux que ce soit, ne sont pas très honnêtes. Et certains sont honnêtes parce qu'ils signalent à l'avance, au moment où on s'inscrit sur la page, que les données seront collectées et transmises pour différentes analyses par des outils internationaux. Donc, il y a eu un début d'honnêteté. Maintenant, on sait éventuellement supprimer ce type de surveillance non souhaitée. Mais d'une façon plus générale, nous militons au niveau de nos associations logiciels libres pour l'utilisation, d'une part, de logiciels libres. Ça peut vous paraître un petit peu abstrait, mais par exemple, Firefox fait partie des navigateurs libres qui peuvent être réglés de façon à être minimum intrusif sur votre vie privée. Donc, n'hésitez pas à utiliser des outils comme Firefox. Vous avez toujours besoin de toute façon d'un navigateur. Autre point, au niveau information, on a parlé tout à l'heure de l'utilisation des données et de l'information. Une source d'information libre et de bonne qualité, c'est Wikipédia. Je ne dis pas que Wikipédia est bonne partout, qu'il n'y a aucune erreur. Il y a partout des erreurs ou des points de vue ou des biais. Et Wikipédia en a quelques-uns. Mais l'avantage de Wikipédia, c'est que c'est un projet international. Il est traduit dans de très nombreuses langues, ce qui fait que les personnes qui ont la chance de maîtriser au moins 2 langues peuvent vérifier que dans les 2 langues qu'ils maîtrisent, ce sont les mêmes informations, qu'elles sont cohérentes. Je vais citer un exemple classique. Prenez la guerre de 100 ans, vue par les Britanniques et vue par les Français. Si on regarde en détail, il y a eu convergence, et sur un sujet qui est forcément un sujet un peu pointu, mais qui nous a concernés pendant une centaine d'années, les spécialistes sont arrivés à un compromis et à une réalité qui peut être considérée comme historique et valable. On ne peut pas demander la même distanciation vis-à-vis de faits beaucoup plus réels qui concernent de nombreux pays, de nombreuses cultures, mais c'est toujours important de voir ce que pense l'autre, quelqu'un qui n'a pas la même formation, la même culture. Donc Wikipédia est l'un des exemples, l'un des plus connus. Mais vous avez beaucoup d'outils équivalents qui sont donc maîtrisés et qui font partie de ce qu'on appelle la culture libre. Merci pour ce point, Jean-Thierry. Effectivement, est-ce que le libre est dans le scope aujourd'hui des collectivités? Alors, certaines le défendent, notamment à travers le mouvement Linux, mais il est vrai qu'il y a en matière d'éducation à la citoyenneté, vous partiez de la préservation de son image, la protection de ses données. Est-ce que cette relation au GAFAM, dont l'Union veut assurer la fiscalité, on l'a vu, c'était hier, est-ce que c'est un aspect que vous abordez, pour le coup, les GAFAM et les alternatives aux GAFAM? Alors, c'est un aspect, c'est même un combat, si vous voulez, de longue date, de beaucoup d'associations. Alors, le tissu associatif est très complexe. On l'a vu dans votre domaine, il y a plusieurs associations qui travaillent dans des domaines voisins en complémentarité. C'est la même chose au niveau des logiciels libres. Et il y a une association en France qui est particulièrement en pointe dans ce domaine, ça s'appelle Framasoft. Fram, ça veut dire français mathématique. Donc, pour s'en souvenir, et soft, ce n'est pas du français, mais ça veut dire logiciel. Donc, au début, c'est une association qui s'était mise, les gens s'étaient regroupés pour promouvoir des logiciels libres en français et en mathématiques, et maintenant, ça touche pratiquement tous les logiciels. Cette association développe en plus des outils que vous pouvez qu'utiliser vous-même. Par exemple, une association souhaite se réunir. Vous pouvez utiliser des outils de Framasoft, un qui s'appelle Framadat, dans lequel vous allez pouvoir organiser votre réunion. Chacun s'inscrira et indiquera les jours où il est disponible. C'est un outil d'intérêt général, quel que soit le domaine. Donc, Framasoft offre ce type de service. N'hésitez pas à aller voir sur leur site. Jean, ma question s'adressait à Aurore et à Thomas pour savoir si eux, dans leurs actions, intégraient justement une réflexion autour des outils alternatifs aux GAFAM. Oui, alors… c'est eux qui vont répondre, s'il vous plaît.
Ouais, Et alors, Thomas, du coup, c'est faut- toi qui connais les formations les bien, plus… bien sûr. Donc, dans les formations, nous, on fait des formations. Alors, ça varie hein, entre 2 heures sur un webinaire ou des formations de 2 jours. Sur la formation de 2 jours, on prend un temps dédié justement sur tout ce qui est données personnelles. Et puis après, essayer de trouver aussi des alternatives, notamment sur des navigateurs. On ne va pas faire forcément la promotion de Google. Il y a des alternatives hein, qui sont très bien. Je pense à Lilo, par exemple, qui est un exemple. Il y en a d'autres. Donc, on sensibilise en tout cas. Je dis bien on sensibilise notre réseau sur un créneau d'1 heure, 1 heure et demie. Après, ce qui est compliqué, c'est on ne veut pas non plus en faire trop la promotion dans un premier temps. Parce que déjà, il y a tellement de sujets à maîtriser, notamment sur le cadre réglementaire, à maîtriser des outils. Nous, nos aidants numériques, des fois, c'est des personnes qui sont aussi, qui ont besoin d'être formées. Donc, si on va déjà tout mélanger aussi pour eux, où ils ont déjà leur base, et après on va leur parler d'autres sujets, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est pas le cœur, en tout cas, de la formation. Par contre, il y a clairement une sensibilisation sur le sujet en disant, voilà, sachez qu'il y a ça et ça qui existe. Nous, on peut vous le préconiser, mais derrière, on y reviendra, je pense en temps et en heure. Et c'est un des objectifs aussi. On aimerait bien peut-être faire des formations dédiées justement sur ces logiciels libres, par exemple. Voilà, quand je pense que le réseau sera aussi mûr pour ça. On y va par étapes. Ça marche. Alors, j'aurais un petit point. Si vous avez souhaité prendre contact, pour les logiciels libres, il y a beaucoup d'associations réparties dans toute la France. Vous allez sur un site Internet et vous allez trouver les associations locales qui peuvent intervenir en complément lorsque vous organisez une réunion locale. Vous Donc, pouvez taper l'URL de ce site hein, dans la conversation, comme ça tout le monde en bénéficiera, s'il vous plaît. Et il est 18h32, on arrive au terme de cette heure un petit peu chahutée. C'était sympa de se faire troller en direct. C'était un peu au cœur de notre sujet. Bon, c'est une avarie finalement sans conséquence, mais par contre, on va regarder comment se protéger de ce genre de choses parce que nous sommes en sécurité quasiment nulle part sur le numérique et c'est bien pour ça qu'il faut éduquer nos jeunes à s'y comporter comme des citoyens et non pas comme des trolls de la dernière engeance. Et ce n'était pas une de nos animations. J'aurais pu le croire. J'ai failli y croire une demi-seconde. C'est quand j'ai vu les dessins, je me suis dit, ça, c'est pas Famille Rurale. Donc, merci beaucoup, Aurore. Merci beaucoup, Thomas. Hein, on vous retrouve sur le site de Ruralitique pour le replay à partir de jeudi. Et puis, voilà, on vous retrouve aussi dans le cadre du programme de Ruralitique. Il y avait une question sur le format de Ruralitique cette année. Ruralitique, on a une folle envie de se voir, donc on va se voir en vrai, autant que ce sera possible. Hein. On est à l'abri de rien, mais quand même, les voyants sont plutôt au vert. Donc ce sera 600 personnes à Aurillac, comme les années précédentes, sauf la précédente. Et par contre, toutes les conférences seront filmées et streamées en direct, en Mondiovision, Eurovision, tout ce que vous voulez. Voilà, des Canaries aux Seychelles en passant par l'Australie, on pourra regarder Ruralitique, ainsi que nos amis des Antilles. Donc voilà, ce sera le complément numérique de cet événement qui contribuera à son rayonnement et à l'audience renforcée de nos sujets qui, je le sais, voilà, intéressent beaucoup d'élus ruraux, de maires notamment, et puis leurs adjoints à la jeunesse et à l'éducation qui voilà, se disent à un moment donné que le Far West du numérique va peut-être falloir effectivement y mettre un tout petit peu d'ordre, un petit peu de sens pour qu'on n'en ait que les bénéfices et aucun inconvénient. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, je vous dis avec qui nous serons. Ça va me prendre une petite seconde. Le temps d'aller chercher le programme de… Oui, parce qu'on va arriver bientôt à la fin, hein, puisque fin juin, on aura terminé ce cycle des lundis de Ruralitique. Alors, on sera avec Valérie Joussaume.
Et oui, Valérie Joussaume qui vient sortir un livre au début de l'année qui s'appelle Plouk Pride. Elle est chercheuse à l'université de Nantes et de manière tout à fait objective, je dois vous dire que c'est probablement le meilleur livre que j'ai lu ces 10 dernières années. Plouk Pride, la fierté rurale. Valérie Joussaume sera à Ruralitique le 24 août prochain. Je vous invite vraiment à revenir pour cette séance. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Je ne vous en dis pas plus. Merci encore à Famille Rurale. Merci Aurore, merci Thomas, merci à tous. À la semaine prochaine.